Il est là. Julien Laurence est avec nous. Salut Julien. Salut à tous. Salut Julien. Julien, tu as dû te régaler sur cette journée de Boxing Day. Il y a eu énormément de choses. Je vous fais un petit récap de cette 19e journée de Premier League avec la victoire de Tottenham face à Crystal Palace 3-0, avec le carton de Manchester City face à Leicester 6-3, même si vous allez voir que c'était pas si facile que ça pour City. Arsenal a atomisé Norwich à l'extérieur 5-0, les Gunners qui sont vraiment dans une bonne dynamique. Victoire de Southampton 3-2 sur la pelouse de West Ham. Et on l'a suivi avec Aurélien Tiersin tout à l'heure. Chelsea s'est imposé 3-1 sur la pelouse d'Aston Villa. À la mi-temps, Brighton mène 2-0 contre Brentford. Julien, on va revenir sur ce match entre City et Leicester. Ça a été une orgie de buts, on peut le dire comme ça. Même si, franchement, City s'est fait peur. Alors qu'on pensait qu'ils avaient le match largement en main, les Citizens. Ils ont un peu douté à un moment. Ouais, c'est vrai, en début de seconde période, au milieu de la seconde période, mais ça avait commencé parfaitement bien pour eux, puisqu'ils menaient déjà 4-0 après 25 minutes de jeu. Une démonstration de. Pas tant finalement dans le football, dans la performance collective, etc., techniquement parlant, tactiquement parlant, mais simplement dans l'efficacité assez incroyable, et pour aussi profiter des erreurs de Leicester avec des pénaltys assez stupides concédés par les joueurs de Brendan Rodgers notamment. Et puis du côté de City, tu es vraiment en contrôle total, tu mènes 4-0, tu sens forcément, comme je le disais, avoir à forcer pour aller chercher un niveau de jeu supplémentaire ou quoi que ce soit. C'est vraiment tranquille. C'est un Boxing Day tranquille. Tu as bien mangé la veille, tu as ouvert tous tes cadeaux, tu étais tranquille. Et puis là où on pense que justement ça va se finir on gère la seconde période, on gère la rencontre, on gère l'avantage, et ben au contraire, Leicester revient. 55e minute, le but de Maddison, 59e, le but de Lookman, 65e, le but de Iheanacho. Donc en 10 minutes, tu as pris 3 buts. Et là, tu sais plus trop ce qui se passe. Tu as finalement du mal à digérer la dinde de la veille. Et tu te dis, qu'est-ce qui va se passer à 4-3? Il reste encore une demi-heure, un peu moins, une demi-heure, on va dire, avec les arrêts de jeu. Et puis c'est là aussi où City remet un petit coup d'accélérateur pour reprendre encore plus, refaire l'écart en fait, à 5-3 et 6-3. Mais avant ça, il y avait Ederson qui avait fait un très bel arrêt sans le savoir vraiment, puisque avec son visage devant Iheanacho. Il y avait encore d'autres occasions pour Leicester. Donc c'est vrai qu'au final tu gagnes 6-3, un score de tennis, mais tu as beaucoup d'occasions contre toi, dont 3 buts. Tu aurais aussi pu marquer plus, c'est vrai. Donc ce sera à mon avis un peu mi-figue mi-raisin pour Pep. Il aura apprécié certains moments et beaucoup moins d'autres. Et ce qui est assez fou, c'est que Erling Haaland, lui, va être surclassé, sera le seul 2000 à faire partie de cette génération 99, et donc va grandir avec ses 40 joueurs et de niveaux complètement différents. C'est ça qui est fou, c'est qu'en France, on va vite mettre les meilleurs dans les meilleurs clubs, dans les centres de formation. Là, non, on mélange les meilleurs joueurs à des joueurs très moyens, et ça va durer comme ça pendant 10 ans. Dans un complexe aussi qui est particulier, c'est que le souci et le problème en Norvège, évidemment, ce sont les terrains, les terrains couverts qui sont obligatoires pour pouvoir pratiquer le football, vu la météo. Et donc, dans cette ville de Bryne, on a construit un terrain couvert où les gamins vont se retrouver à la fois pour les entraînements, mais aussi cette bande de 40 enfants vont nouer des liens et vont se retrouver également hors des entraînements le dimanche et passer leur journée dans cette halle couverte où vraiment ils vont tisser des liens. Et c'est comme ça que Kerling, qui n'est pas forcément le meilleur au départ dans cette génération, est surclassé par contre, donc qui peut commencer à profiter un peu de l'expérience des plus grands. Il va commencer à grandir et évoluer dans cette génération. Oui. Quand tu dis qu'il est surclassé, est-ce qu'il a déjà des mensurations quand même impressionnantes? C'est le plus petit à ce moment-là. C'est ça qui est fou, hein. Okay. C'est qu'à ce moment-là, alors quand il commence ses premières années jusqu'à 10-12 ans, c'est le plus petit de l'équipe. Il a un an de moins que ses coéquipiers, mais c'est le plus petit. Mais il a d'autres qualités, évidemment. C'est un joueur qui a beaucoup de tempérament. Et comme nous l'a expliqué, cet entraîneur qu'il a suivi, quand même, ce qui est assez rare aussi, de 6 ans jusqu'à 16 ans, c'est qu'il était toujours au poste d'attaquant. Il a tout de suite été placé au poste d'avant-centre, même si on lui a appris à travailler défensivement. Et dans cette génération-là, on apprenait le foot, évidemment, mais aussi il y avait des règles de vie et d'éducation aussi qui étaient très importantes. Donc c'est dans cette génération de 40 joueurs qu'il a grandi. Et dans cette génération, il y a eu 7 joueurs professionnels
quand même qui sont sortis, et notamment 2 joueurs qui sont venus dans le centre de formation de l'Olympique Lyonnais, une joueuse qui s'appelait Norheim, qui était la seule fille de ces 40 joueurs, et un autre joueur qui s'appelait Tord Salte, qui a été au centre de formation de l'Olympique Lyonnais dans les années 2010. D'accord. Bon, alors là, Tord de Salteux, moi je le connaissais absolument pas. Ouais. Alors ce qui est fou quand même aussi, c'est qu'on a appris qu'à cette époque-là, les recruteurs de l'Olympique Lyonnais sont venus à plusieurs reprises dans cette petite ville de Brine pour signer ce jeune joueur, Tord Salte. Et lors de la signature de ce joueur à l'Olympique Lyonnais, eh bien, son meilleur ami s'appelle Erling Haaland. Et lui n'a pas été repéré par les recruteurs de l'OL, il avait 1 an de moins. Et finalement, ils ont pris ce joueur qui aujourd'hui évolue au Danemark. On a fait avec Seb, on va dire, l'équipe type de Ligue 1 sur cette première partie de saison, avec beaucoup de joueurs différents, de différentes équipes. Mais moi, j'avais choisi le 3-5-2 et je sais que Seb s'était aussi posé la question. Alors, ça peut être le 3-5-2, ça peut être un 4. Allez, un 4-1-2 comme le fait un peu l'OM. Il y a plusieurs formules. En tout cas, le retour de la défense à 3, il est clair. Et ça a débuté déjà il y a plusieurs saisons dans certains championnats. Ça a été, je pense, l'apothéose avec notamment cet Euro où on a vu des équipes comme le Danemark, également comme la Belgique et comme la France, avec moins de réussite, tenter ce système. Mais aujourd'hui, l'équipe de France l'utilise aussi. Et on voit de plus en plus d'entraîneurs en Ligue 1, que ce soit au plus haut niveau, mais également au niveau inférieur, utiliser cette tactique qui est une tactique qui moi me plaît. Alors c'est pas ma préférée, mais aujourd'hui on voit de plus en plus d'entraîneurs qui utilisent donc cette défense à 3 avec une animation qui peut varier ensuite au milieu, mais souvent avec ces 2 pistons qui sont ultra importants. Donc c'était l'occasion là, on s'est fait de Noël de faire un petit point tactique. Quels sont rapidement, hein, mais quels sont les avantages les avantages de ce système? C'est bien sûr une densité dans l'axe, avec une défense centrale qui n'est plus à 2 mais à 3, donc renforcer vraiment et verrouiller l'axe. C'est également gagner la bataille du milieu avec 5 joueurs qui sont possibles au milieu de terrain, donc dans ce 3-5-2 avec énormément de densité dans la zone du milieu. Il y a ensuite faciliter la mise en place d'un pressing, parce que tu as 7 joueurs du coup qui peuvent être portés vers l'avant et qui peuvent vraiment agresser la défense adverse. C'est ce que fait régulièrement l'OM, hein, puisque tu as les 3 défenseurs qui restent un peu en appui, et derrière tu as les 5 joueurs qui sont devant la ligne de 5 et les 2 attaquants qui sont là pour vraiment perturber la relance adverse. Et la deuxième, c'est bien sûr, et la dernière qui est peut-être une des plus importantes avec ballon, c'est l'utilisation des couloirs. Mais pour ça, il faut avoir les joueurs adéquats. C'est-à-dire, comme le fait Lens avec Frankowski et Klose, des joueurs qui ont un gros volume physique et qui arrivent à enchaîner et à faire des allers-retours sur le couloir. C'est très très difficile à défendre parce que souvent tu te retrouves face à un 4-4-2 ou face à un 4-3-3 où il y a 2 joueurs, mais le piston il est censé être entre ces 2 joueurs de couloir, donc le latéral et l'ailier, ou le latéral et le milieu offensif excentré. Et il faut choisir à toi, à moi, à qui, alors que lui, le joueur est un peu déchargé des tâches défensives, le piston, puisqu'il a 3 défenseurs derrière lui et il a toute la liberté pour animer son couloir un peu comme il le veut, s'il veut jouer plus haut, plus bas, en fonction des phases de possession de l'équipe. Alors il y a bien sûr, il y a aussi quelques points négatifs, et ça c'est justement cette force d'être à 2 contre 1 quand on a le ballon et de se placer un peu où on veut. Ça peut être une faiblesse, notamment pour les dédoublements, et on peut se retrouver à 1 contre 2 joueurs dans le couloir. Mais il y a aussi bien sûr les efforts physiques dont j'ai parlé, qu'il faut être capable de tenir, de monter, de descendre sur 100 mètres de la longueur d'un terrain de haut niveau. C'est forcément plus compliqué que quand tu es à plusieurs pour animer un couloir. Donc c'est un système qui a des avantages et des inconvénients, mais qui, je trouve, est à la mode. Comme tous ça mérite qu'on... Oui, c'est vrai, comme tous les systèmes, mais ça mérite qu'on s'y penche parce qu'il est de plus en plus utilisé, il revient vraiment en force. Seb, je te donne les stats d'Haaland là depuis qu'il est arrivé à Dortmund. 75 matchs, 76 buts, 20 passes décisives. C'est monstrueux. Hein. Ah non, il est monstrueux, et puis il est surtout d'une régularité incroyable. On n'a pas l'impression qu'il a cet âge-là. C'est vrai qu'il a commencé tôt, et je pense vraiment, autant pour certains joueurs, l'entourage et notamment la famille, ça peut être très néfaste. Autant l'exemple de
d'Haaland ou Mbappé ou certains autres, le fait que ce soit des parents, notamment des papas, qui soient des anciens sportifs de haut niveau, et là en l'occurrence anciens footballeurs, ça aide vraiment. Et puis on a l'impression qu'ils font les choses dans l'ordre, qu'ils ne se précipitent pas, que tout est, on va appeler ça carriériste, mais c'est pas péjoratif, hein, c'est vraiment que ce sont des phénomènes, et ils le savent, et ils le prouvent tous les week-ends. Et voilà, et donc à un moment donné, dans la progression du joueur, forcément que même si le Borussia Dortmund est un très très grand club, on sait qu'à la fin de cette saison, il va falloir passer un nouveau palier. Et je pense, un peu comme le souhaite Mbappé, c'est qu'ils veulent être numéro 1 d'un projet, ce qui est logique. Hein. Puis nous, on adore ça. Hein. Ça nous fait penser à Olivier Tom, là, c'est-à-dire dans chaque équipe, il y a un champion. Et puis c'est vrai que, comme le dit Kevin, et je pense qu'on n'en sera pas loin, on ne sait jamais, mais que ces deux joueurs-là vont animer les cérémonies du Ballon d'Or lors des 10 prochaines saisons. Mais c'est vrai, Cyril, que tu faisais le comparatif avec Zlatan Ibrahimovic, qui est son idole, qui est quelqu'un de sulfureux. Voilà, Zlatan, le caractère, le second degré, le chambrage. On a l'impression qu'Haaland, c'est tout en sérénité, une force tranquille. Est-ce que c'est le cas, ou est-ce que non, il y a vraiment du caractère aussi chez ce joueur? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, il y a un immense caractère chez ce joueur. Pour être complet, juste sur sa famille aussi, le parallèle aussi avec Mbappé, c'est qu'aussi il y a une maman qui est aussi ancienne sportive de haut niveau. Ça, c'est intéressant aussi. Margarita Bro, qui était une heptathlonienne, je vais y arriver, norvégienne. Une grand-mère qui a été championne d'athlétisme. Un oncle qui a été le meilleur buteur du club de Brine pendant des années. Donc vraiment, ça il y va, a au niveau il y a- des il y a un gènes, terreau. ça va au niveau des gènes. Enfin, voilà. Il a été quand même, et ça c'est hallucinant aussi, il a le record du saut en longueur des moins de 6 ans en Norvège, sans élan, à 1,60 m. Alors essayez avec vos petits-enfants peut-être de tenter, à l'époque déjà Mais des moi, ce qui m'inquiète, c'est que je saute 1,60 m à 30 ans. C'est ça qui me fait très peur. Mais avec élan, lui. Lui, c'est avec élan. Lui c'était sans élan hein, quand même, hein, lui à l'époque. Hein. Bon, toi, Salut, est-ce que tu vois Amine. un joueur susceptible de partir? Qui tu voudrais voir partir tout simplement du Paris Saint-Germain? Alors en fait, moi, avant de parler, vous permettez de ceux qui vont partir, et j'aimerais parler de comment on a pu en arriver là. En fait, le retour de Leonardo, il nous a fait beaucoup de mal, même si avant c'était pas fameux au niveau des achats et des ventes, mais c'est compliqué en fait de vendre ces joueurs-là, parce que voilà, ils sont dans un certain confort. Si on parle de Draxler, Abdou Diallo, Rafinha, ça ne dérange pas de ne pas jouer. Et à côté de ça, en fait, on a failli avec Mbappé. Là, tout à l'heure, j'entends parler de prolongation, mais on est dans l'utopie, moi, je pense. Mbappé, là, il est déjà à Madrid. Et voilà. T'es pessimiste quand même. Moi, je suis de l'avis d'Amine. Ils ont de l'espoir en tout cas. Ils aimeraient bien le Ouais, faire. bah écoutez, bon courage. Mais moi, je suis pas pessimiste. Je suis de ton avis, Amine. Voilà, parce que. Est-ce qu'il est pessimiste ou est-ce qu'il est réaliste? Ouais. Non, moi Vaste je suis débat. réaliste. Moi, j'estime être réaliste, parce que voilà, je pense qu'il a vu les choses de l'intérieur, il a vu comment ça se passait, et que ce club, il a aucune structure sportive, il a une structure fondée voilà sur le business, sur le marketing, et on le voit là actuellement. Voilà, là pour moi c'est le hasard Saint-Germain. Voilà, on joue au hasard, on achète au hasard, on vend au hasard. C'est juste voilà. Moi, je suis Mbappé, je pars en tant que supporter du PSG. Mais si je me mets à la place de Kylian Mbappé, je quitte le Paris Saint-Germain très très vite. Et je le comprends cet été qu'il voulait partir. Je comprends que cet été il réclame à partir, absolument. Mais voilà, il est là et maintenant il fait le boulot. Mais voilà.